Je vous racontais l'itinéraire d'un historien qui ne comprend pas ce qui lui arrive en fait. Alors moi je suis d'un petit village, alors, en fait je suis breton, je suis de la rive gauche de la Loire, je suis d'autant plus breton que je suis descendant d'une famille qui était propriétaire d'une étude bretonne juste sur la frontière brito-française à la Chapelle-Basse-Mer et qui était chargée de la transposition du droit français en Bretagne et du droit breton en France. Vous voyez, c'est des problèmes de frontières. Et c'est une étude qui remonte au XIVe siècle et qui a été vendue par mes ancêtres en 1832. Vous voyez, donc de la longueur de la légitimité. On est dans le droit. Je suis d'une famille de médecins, je suis d'une famille de profession libérale, qui localement n'a pas beaucoup de prétention, sinon qu'elle est, simplement. Et comme je suis une famille de grands bourgeois, elle passe son temps à se marier avec la petite noblesse, vous voyez, ça donne des titres. Et le titre, ça donne de l'argent. Je suis d'une famille de 10 enfants. Malheureusement, un de mes ancêtres, qui s'appelle de Halgouët, a racheté une abbaye à Saint-Sauveur-de-Redon, et tous les membres de la famille sont obligés d'aller à l'école à l'abbaye Saint-Sauveur-de-Redon, qui est tout près d'ici. Et donc j'ai fait 10 ans d'internat à Saint-Sauveur-de-Redon, les plus belles années de ma vie, parce que c'était une discipline extrêmement dure, mais lorsqu'on a la conscience de la dureté, on rigole. Et on passe son temps à tricher, à mentir, etc. En fait, c'est dans les écoles religieuses qu'on apprend tout cela et on devient intelligent parce qu'il y a l'autorité et vous voulez être, du verbe exister. Ensuite, je suis allé à l'université et à l'université, je me souviens de mon premier cours à Villejean. J'arrive avec mes éléments de langage, comme on dit. Je suis d'une famille de catholiques traditionnelle, enfin ça ne se pose même pas à l'époque. Et le premier cours en histoire, je ne comprends rien. Je ne comprends pas les mots, je ne comprends pas les concepts. Il faut dire que je suis à Villejean. Je ne comprends rien. Sauf que les eudistes, à l'époque, avaient conscience de cela, c'est-à-dire qu'ils nous donnaient une formation complète, d'excellence, mais pas adaptée. Et en fait, ils faisaient l'adaptation par l'intermédiaire d'un grand professeur de l'université de droit qui s'appelle Louis Bernard Maire, je ne sais pas s'il y a des juristes ici, et il nous formait au marxisme. Donc on était formés, nous catholiques, au marxisme, dans une arrière-salle de café rue du général Patton à Rennes. Et en quelques semaines, j'ai appris ce qu'était le marxisme, que je ne connaissais pas, et je suis devenu excellent dans les cours, parce qu'en fait, à l'université, à l'époque, et malheureusement c'est toujours vrai dans les sciences molles, on ne vous demande pas d'être intelligent, on vous demande de répéter ce que le professeur veut entendre. Si vous avez pigé ça, vous serez les meilleurs élèves au monde. Et donc j'ai toujours été le meilleur élève au monde parce que j'ai pigé cela. Donc j'ai fait plusieurs universités, plusieurs, on appelait ça UER à l'époque, parce que je m'ennuyais un peu, parce que c'est un peu mécanique, routinier, pas très intelligent, pas très subtil, mais bon, bref, on se forme. Et puis un jour, je me retrouve en 5e année d'histoire avec un professeur qui s'appelle Jean Meyer. Jean Meyer, toute la noblesse bretonne de l'époque le connaissait parce que Jean Meyer est un Alsacien, comme son nom l'indique, qui est du même âge que le pape Benoît XVI et qui a été, comme le pape Benoît XVI, recruté par l'armée nationale socialiste. Donc cet homme qui a 18 ans se retrouve sur le front de l'Est. Et bien entendu, il ne veut pas servir l'armée allemande, donc il va réussir à s'échapper et aller dans l'armée soviétique. Il va devenir capitaine de l'armée rouge. Puis bien entendu, très rapidement, il comprend, au-delà du mythe, ce qu'est l'armée rouge. Il va de nouveau réussir à s'enfuir et il va servir l'armée britannique, l'armée américaine, et il va terminer sa carrière militaire comme sergent-chef de l'armée française. Vous voyez, il faut mieux être dans l'armée rouge à l'époque. Et puis une fois qu'il est démobilisé,
il va passer le concours de l'agrégation qu'il va obtenir et il va être affecté au lycée Clémenceau à Nantes. Et puis il va choisir un sujet de thèse qui est la noblesse bretonne. Alors nous sommes dans les années 50-55. Il n'y a pas l'ISF, il n'y a pas les lourds impôts, etc. Et la noblesse se reproduit toujours dans ses châteaux, etc. Et il va comme ça collecter toutes les archives de château en château. Et un jour, il va arriver dans un petit village breton, La Chapelle-Basse-Mer. Et à La Chapelle-Basse-Mer, il va tomber dans le château de la famille Laënnec. Alors tout le monde connaît René Laënnec, le grand médecin, mais René Laënnec avait un cousin germain qui était son chef de clinique, qui s'appelle Mériadec Laënnec. Et Mériadec Laënnec, c'est un grand chirurgien, mondialement connu, sauf en France, parce qu'il fait de l'ombre à son cousin germain. Et ça a été aussi un grand-maire et le président du Conseil général de Vendée, et c'est un président du Conseil général légitimiste. Puis bien entendu, Jean Meyer, il parle à l'héritier, etc., et il découvre des documents extraordinaires dans le château Laënnec. Puis au hasard d'une conversation, il pose la question suivante au propriétaire du château: quelle est votre identité? Et là, il s'entend répondre: je n'ai pas d'identité. Et Jean Meyer, qui est un intellectuel, il ne comprend pas la réponse, qui est une non-réponse. Il dit: attendez, nous sommes en terre bretonne, là, et vous dites que vous n'êtes pas breton. Je ne suis pas breton. Mais aussi, on est en terre vendéenne. Oui, je ne veux pas entendre parler de la Vendée. Ces quelques phrases vont changer ma vie. Ça se passe en 55. En 78, il me repose les mêmes questions parce qu'il se rend compte que je suis du même village. Et il me dit: quelle est ton identité? Sauf que moi, j'ai une formation et je lui explique que c'est compliqué. Parce qu'un Français ne peut pas comprendre mon problème parce que je suis à la fois breton et vendéen. Et là, ça l'intéresse. Il me dit: pourquoi tu es breton? Historiquement, je suis breton pour les raisons que je viens de vous dire, parce que la Loire-Atlantique fait partie intégrante de la Bretagne. Il faut être énarque ou idéologue pour ne pas le savoir. Théoriquement, là, on devrait dire oui. Il n'y a pas de gens de l'Atlantique ici? Vous devriez dire oui, c'est vrai, vous avez raison, non? C'est bizarre. Et vendéen. Et là, je lui explique parce que la moitié de ma famille, elle est poitevine, parce que la moitié de ma famille est vendéenne, etc. Et il me raconte l'histoire Laënnec. Pourquoi est-ce qu'il m'a répondu ça il y a 30 ans auparavant? Et je réponds: parce que vous êtes un étranger. Et on ne fait pas confiance à un étranger, et en plus, vous êtes français. Et là, il me pose la question: est-ce que tu ne voudrais pas travailler sur la Vendée? Et là, je lui dis non, pour deux raisons. La première, parce que je suis vendéen et que j'ai appris que, ça va vous parler cela pour ceux qui sont de la rive gauche, lorsqu'on traverse la Loire, puisque j'allais à Abbaye-Saint-Sauveur-de-Redon, on a honte d'être vendéen parce qu'on est culpabilisé. Ça a beaucoup changé depuis 30 ans tout ça. Donc quand moi, à l'abbaye Saint-Sauveur-de-Redon, j'arrivais en disant « je suis vendéen », « ah, t'es ventre à chou », etc. « T'as trahi la France, t'as trahi, etc. etc. » Ah. Donc on a honte. Puis la deuxième chose, ce sont des histoires familiales. Ce sont des histoires qui nous sont propres et que personne ne peut comprendre à l'extérieur de la famille. Une de mes ancêtres, ça va vous situer, est les Mercier des Rochettes, qui sont les seigneurs des Lucs sur Boulogne. Vous savez, les 656 personnes qui ont été massacrées, une partie de ma famille a été massacrée au Luc. Et là, il comprend que je n'irai pas vers ce sujet. Je ne peux pas y aller à la fois intellectuellement et psychologiquement. Mais comme c'est un intellectuel, il a soif de réponses. Et il se dit, tiens, voilà vraiment l'homme qu'il me faut, parce que il existe, il a conscience des choses, mais il faut que je le fasse parler. Et il m'a eu d'une manière très simple. Comme j'étais en droit en même temps, il me dit, écoute, officiellement,
Les universitaires expliquent qu'on ne peut pas faire de sujet à l'université sur la Vendée parce qu'il n'existe pas de documents sur la Vendée. Est-ce que tu pourrais m'aider au moins à répondre à cette question? Est-ce que oui ou non, il existe une documentation sérieuse sur la Vendée? Ça va vous sembler très curieux tout ça parce que maintenant on maîtrise tout. Mais en 1978, on ne maîtrisait rien. Quel était le discours sur la Vendée en 1978? Que ce soit de gauche ou de droite, que ce soit des républicains comme des monarchistes, la guerre de Vendée est une guerre civile atroce, mais avec des excès de chaque côté. C'était ça le discours, je parle aux plus anciens. Ça a beaucoup évolué depuis, hein, je répète. Et là, je dis, ok, très bien. Là, on ne me demande pas de parler de la nature des choses, mais de la problématique des choses. Bon, ok, pas de souci. C'est une question d'intelligence. J'y vais. Alors après, au niveau de la méthode ou du champ opérationnel, est-ce qu'on travaille l'intégralité de la Vendée militaire ou est-ce qu'on fait un carottage au sens scientifique du terme? Moi, je suis très jeune, je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas la notion de la histoire du macro-espace, je ne suis pas très compétent, donc immédiatement, je dis, il faut faire un carottage. Il y a 770 communes, 10 000 km². Comment choisir la commune carottage? On réfléchit beaucoup, et là, il a le génie de la réponse. Il me dit, mais attends, on ne va pas se tracasser, on va choisir la commune où tu es né, La Chapelle-Basse-Mer. Quand on parle de la Vendée, immédiatement, tout le monde pense au département de la Vendée. En fait, les guerres de Vendée concernent très peu la Vendée. Les guerres de Vendée concernent un espace important. La Vendée, c'est un espace qui va de Pornic à Angers. Il faut regarder son public. D'Angers à Parthenay, de Parthenay au Sable d'Olonne. 10 000 km². En fait, ce sont 3 anciennes provinces, la Bretagne, le Poitou et le Maine. Donc, il n'y a pas d'identité commune, il n'y a pas d'histoire commune. Savez-vous depuis combien de temps les Bretons sont français? 1532. Qui dit 1532? Première réponse. Si je te pose la question, t'es d'où toi? De la Garge de Bretagne. T'es breton ou pas? Oui. Oui. Depuis combien de temps t'es français? Depuis que je suis arrivé au monde. Ah, c'est... Bravo. 1790. Eh oui. 1790. Depuis quelle date précisément? À l'abolition des... Eh oui, l'abolition des privilèges. Depuis le 4 août 1790. Ouais. Pourquoi? Parce que la Bretagne s'unit à la France dans le cadre d'un contrat, d'un traité international, mais les Bretons conservent leur identité. Donc les Bretons sont devenus français depuis 200 ans. C'est comme les Corses, etc., etc. Donc, je reviens à mon histoire. Donc, c'est un vaste territoire, on choisit la Chapelle-Basse-Mer. Et vraiment, c'est une idée de génie. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ma famille est native de la Chapelle-Basse-Mer. Ça fait des centaines d'années qu'ils sont avocats, procureurs royaux, notaires, etc., etc. Donc, ma famille connaît tout le monde, mais tout le monde connaît ma famille. Si bien que, lorsque je commence à travailler sur le village, tout le monde se dit « Ah, le petit Sécher, il travaille sur le village. On est vachement content. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Est-ce que vous avez des archives? Ah, viens donc à la maison. » Donc quand je vais chez le paysan, c'est pas moi qui demande au paysan s'il a des archives. C'est le paysan qui me dit « Voilà mes archives. » Quand je vais voir le maire me dit « Viens baiser un coup dans la cave. » Vous savez ce que ça veut dire?
on va baiser la fillette, et je te file les clés de la mairie, et la nuit, tu travailles dans les greniers. Tandis que si je n'avais pas été natif du village, que nini, jamais j'aurais pu faire ça. Quand je vais voir le curé me dit « Ah, tu viens dîner avec moi ?» Puis toute la nuit, je travaille avec lui. Il m'ouvre toutes ses archives. Vous voyez l'inversion des choses. Et je découvre 3 choses. Pour commencer, il y a une documentation sur place incroyable, inimaginable, qui n'est pas du tout connue de tout le monde. Chacun a gardé ses archives parce que ça lui appartient. La deuxième chose que je découvre, c'est qu'au-delà de la commune, il y a pléthore de documents dans la documentation, tant publique que religieuse. Publique, aux archives nationales, aux archives départementales, sauf qu'elle n'est pas classée. Elle n'est pas identifiée. Parce qu'on arrive avec des brouettes, on les balance, mais personne ne sait que Jean-Noël Jouy, par exemple, habite le village de Beauchêne. Ça ne parle pas à personne, personne n'a vu que c'était à Chapelle-Basse-Mer. Quand moi je vais aux archives, immédiatement, j'identifie les choses. Et puis au niveau international, parce que personne n'y avait pensé, il y a des tas d'archives au Vatican, mais il y a des tas d'archives aussi dans les communautés religieuses qui sont parties exilées en 1905, etc. Donc tout s'ouvre. La mémoire populaire est intacte. La mémoire populaire est intacte, ça veut dire que lorsque j'arrive chez le paysan, je vais raconter une histoire très précise, un jour j'arrive dans la vallée et on m'a dit d'aller dans une ferme parce que l'homme qui est là est ancien et il a une mémoire incroyable. Donc j'arrive à sa porte, je frappe, le monsieur est assis dans sa cheminée, il y a encore le sol en terre battue. Immédiatement, quand il me voit, il m'identifie. Ah bonjour, c'est là, pourquoi tu viens me voir? Je viens vous voir parce que, paraît-il, vous êtes une mémoire. Ah, il me dit, il n'y a pas de souci, assieds-toi. On est dans la cheminée, hein. Il y a un petit feu, lui il a sa chaise, et moi dans la chaise. On ne voit rien dans la maison. Puis il commence à me raconter ces histoires. Et à un moment donné, il éclate de rire en me disant « C'est comme ton ancêtre, en 1832, qui a été exécuté par ses propres troupes en étant maire. » Je lui dis « C'est quoi cette histoire ?» Et il me raconte une histoire inimaginable. C'est-à-dire que mon arrière-arrière-grand-père était nommé par le roi Louis-Philippe comme maire du village et il a été exécuté par ses soldats. Je reviens à la maison, je raconte ça à ma grand-mère qui me dit « Jamais entendu parler de cette histoire ». Puis j'arrive aux archives départementales et par hasard, je tombe sur ce dossier que je vous raconte. Mon arrière-grand-père, il est légitimiste. Le maire, n'oubliez pas que les maires à l'époque sont nommés par le pouvoir central jusqu'en 1884. Hein. Le maire légitimiste, c'est-à-dire sous Charles X, bien entendu, il est remercié par Louis-Philippe, et puis Louis-Philippe essaye de trouver quelqu'un d'autre. Puis personne ne va être maire d'une commune qui est plutôt légitimiste. Mais le notaire, il a une charge, il est obligé d'obéir. Comme mon arrière-grand-père est notaire, on lui dit, bah, tu seras maire. Il n'est pas très content, mais il est maire. Quand la population apprend ça, ben, elle se soulève contre le maire. Puis le maire, évidemment, est terrorisé, donc il va envoyer son valet chercher les militaires au chef-lieu de canton. Donc les militaires arrivent, les gendarmes, puis mon arrière-grand-père se précipite en disant « Ouh, je suis là », puis il pense que c'est un vendeur, boum, il le tue. Tout le village a éclaté de rire, sauf nous. Et on l'a oublié. Vous voyez ? Donc la mémoire est extrêmement précise, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qui a tué la mémoire d'ailleurs? Vous avez un ordre d'idée? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus de mémoire dans nos villages, dans nos familles? Je vous pose la question. Quel est le grand criminel qui a tué la mémoire? La télévision, Internet. La télévision, Internet. Le chauffage. T'es venu à une de mes conférences, le chauffage central. Et je vous explique pourquoi. Moi, j'ai vécu dans une grande maison, il n'y avait pas de chauffage. J'ai vécu à l'abbaye Saint-Sauveur-de-Rozon, il n'y avait pas de chauffage. Bien. Donc, dès qu'il y avait un peu de feu, tout le monde se retrouvait autour du feu. Le feu, c'est quoi? Ben, c'est la cuisinière. Mais le jour où il y a le chauffage central, dans toutes les pièces, eh bien, c'est l'explosion du noyau familial qui va aller dans sa chambre, et puis après, c'est la télévision, etc. Mais la télévision, c'est là, ce n'est qu'une conséquence.
c'est le chauffage central qui est le grand criminel, qui est le grand meurtrier de la mémoire populaire. Alors, une fois que je reconstitue les archives, la masse documentaire, une fois que j'ai fait toute mon enquête au niveau de la population, c'est un puzzle et je reconstitue l'histoire de la chapelle Basse-Mer. Et je me rends compte de deux choses. La chapelle Basse-Mer, c'est l'Iré. Vous savez, l'Iré, Bonbon l'Iré, tout ça. C'est des pays tranquilles qui se reproduisent au rythme des saisons, au rythme des crues de la Loire, etc. C'est pas des villages de violence, c'est des villages paisibles. Sauf que, dans le village de la chapelle Basse-Mer, je me rends compte qu'il y a un avant et un après. Et au cœur de ce avant et de ce après, dans la conscience collective, il y a deux dates, 10 et 17 mars 1794. Qu'est-ce que retient la mémoire populaire? Elle retient que le 10 et le 17 mars 1794 est arrivée l'armée française qui a massivement tué, et la population se rappelle principalement les femmes et les enfants. Et deuxièmement, elle a massivement détruit les maisons. On ne sait pas les quantités, on ne sait pas les nombres, mais on se souvient de cela. Bien, c'est un acte majeur. Puis tout le 19e siècle, tout le 20e siècle va se positionner par rapport à ces deux dates. Je vous ai dit tout à l'heure que le maire m'avait donné les clés de la mairie. Le seul élément de cahier des charges que j'avais, c'était d'éteindre les feux quand je partais. C'était du temps où il y avait de bons maires. Ils faisaient confiance à la population qu'ils représentaient. Puis un jour, en fouillant les archives, je vais tirer derrière une poutre un document exceptionnel. C'est le registre du curé ou directeur, puisqu'on est en Bretagne, clandestin de la chapelle Basse-Mer, Pierre-Marie Robin. Et dans ce registre, il a noté scrupuleusement toutes les naissances, tous les mariages et tous les décès. Et là, il raconte qu'il y a eu 800 morts entre le 10 et le 17 mars 1794. Il les liste. Donc, nous avons pour la première fois un chiffre par rapport à la population existante. Alors, vous me direz, oui, c'est le nombre de morts. Mais est-ce qu'on a une idée du nombre d'habitants existants? Ben oui, c'est très simple. Il suffit de faire tout un calcul scientifique par rapport aux actes de baptême, parce qu'à l'époque, il dit acte de baptême, dit acte de naissance. Et donc, on a 800 morts sur une population de 3250 personnes. Je ne sais pas si on est compte de l'importance. Quand on fait de la recherche scientifique, on est toujours servi par le hasard avec un grand P. Quelques jours plus tard, le maire m'appelle en me disant « Mais écoute, Reynald, il faut que tu viennes samedi, on ira baiser la fillette dans la cave, comme d'habitude. » J'ai eu, hier, un fou qui est venu dans mon bureau, qui n'a même pas frappé la porte, qui me dit « Est-ce que vous connaissez Reynald Secher ?» Et l'autre, il dit « Bah oui. » Presque malheureusement, je le connais, parce que sans arrêt, il me pose des questions. Ben, vous lui donnerez ce document-là. Ce document-là, c'est ça. Et quand il me donne, le maire, le document, c'est la liste de l'habitat existant à la chapelle Basse-Mer qui a été détruit lors du passage des colonnes infernales. Et on a une liste comme ça de 365 maisons. Sauf que ce monsieur, je ne sais pas qui il est, et je n'ai pas la référence du document. Donc en tant que scientifique, je ne peux pas l'exploiter. Vous vous rendez compte? Le hasard fait bien les choses avec un grand P. Quelques jours plus tard, je vais à une réunion à Nantes, et je vois ce vieux fou, comme il l'appelait, le maire, qu'en fait un grand médecin, le médecin général Carré, pour ceux qui l'ont connu, qui me dit « Vous êtes Reynald Secher ?» Oui. « Est-ce que le maire vous a donné le document que je lui ai remis pour vous ?»
Je dis oui, très bien. Mais vous avez trouvé où ce document? 2R124 à Nantes aux archives. Ah ben ça y est. On a une référence. Mais quelle est l'origine du document? Ah, ça c'est extraordinaire. Personne n'en avait jamais parlé. Ça veut dire que Napoléon Ier, lorsqu'il vient en Vendée en 1808, a remarqué que tout le pays avait été détruit, donc il décide de l'indemniser. Et Napoléon Ier n'est pas un énarque. Il sait le fruit de la sueur. Il sait que l'argent vaut de l'argent. Donc il va faire indemniser maison par maison sous contrôle de l'autorité de l'État. Et donc on a listé la valeur de l'habitat détruit maison par maison. On a de nouveau un chiffre, qui est un chiffre absolu. Mais nous n'avons pas le chiffre relatif, c'est-à-dire la liste de l'habitat détruit représente combien en termes de pourcentage par rapport à l'habitat existant. Voilà, c'est très simple, il y a le CALAS. Il suffit de faire le rapport entre la liste de l'habitat détruit et le CALAS, et nous avons le nombre de maisons détruites. 363 maisons sur 968 maisons existantes, le tiers. Quand on travaille avec un universitaire, quand vous lui donnez ça, il veut toujours ça. Donc il me dit quelle valeur? Où? Alors quelle valeur? Comment évaluer l'habitat détruit? Je vous ai dit que j'étais le descendant du notaire de l'époque. On a toutes les archives dans le grenier. Donc je suis allé faire l'évaluation maison par maison de l'habitat détruit. Et je m'aperçois que la valeur de l'habitat détruit représente 51% de la valeur existante. Et tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais natif du village. Donc quand moi, je vois telle maison à tel endroit, immédiatement, je sais où c'est. Donc, je peux ainsi reconstituer l'itinéraire des colonnes infernales, mais aussi la localisation, et je m'aperçois que ce sont principalement les bourgs et les grands hameaux qui ont été détruits. Ça, c'est le fruit de ma thèse de 3e cycle. Une fois qu'on a fait ça, on a répondu à 2 questions. La première, est-ce qu'il y a des archives? On a répondu au-delà. Oui, il y a des archives, mais il y a aussi une mémoire populaire et une conscience populaire. Tout ça, ça n'existe plus de nos jours, hein, c'est fini. Et deuxièmement, on peut évaluer les choses et il y a ce qu'on appelle des éléments de rupture forts. Donc je soutiens ma thèse. Et là, Jean Meyer, Pierre Chenu, pour ceux qui connaissent Jean Tullard, me dit, mais il faut extrapoler vos méthodes sur l'ensemble de la Vendée militaire pour voir si ce qui s'est produit à la Chapelle-Basse-Mer à l'instant T se reproduit partout de la même manière. Moi, j'ai des cousins en Vendée, donc j'ai l'appel en disant, est-ce que tu as entendu parler de ça, etc. Le cahier des charges était de ne pas travailler sur les écrits déjà existants. Et bien sûr, il me dit, bien sûr, bien sûr. Et je m'aperçois que la même chose qui s'est produite à la Chapelle-Basse-Mer s'est produite pareillement sur l'ensemble du territoire de la Vendée militaire. Alors immédiatement, on arrive à 4 questions. Et je vais y répondre. Qui a fait ça? Pourquoi? Comment? Quel bilan? Et c'est très simple, c'est mécanique. Qui a fait ça? L'armée française. C'est quelque chose d'inouï. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est comme si l'armée française arrivait ici, dans le jardin, et vous tuez tous parce que vous êtes réunis. C'est quelque chose d'absolument anormal. Ça veut dire qu'il sort des normes. Pourquoi l'armée française intervient dans l'espace national avec autant d'exaction? Deuxièmement, qui lui a donné l'ordre de le faire? Ben, il faut remonter la pelote. Qui a donné l'ordre à l'armée française? Eh bien, ce sont ses généraux. Mais les généraux dépendent automatiquement du ministre. Quel est le ministre qui a donné l'ordre? Et je découvre que c'est le ministre de la guerre. Mais si c'est le ministre de la guerre, il ne peut pas de manière unilatérale
donné cette consigne. Il s'inscrit automatiquement dans une gestion de l'ordre. Quelle est la gestion de l'ordre? Ben, ça peut être que le gouvernement. Quel est le gouvernement? Alors vous avez à l'époque le gouvernement officiel et vous avez le gouvernement réel. À l'époque, vous n'avez qu'une seule assemblée, mais le pouvoir exécutif réel est issu de l'assemblée. Ce sont des parlementaires, c'est le comité du salut public, ce sont des députés. Rappelez-vous bien de cela. Bien. En fait, c'est le législatif qui fait office d'exécutif, réellement. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le ministre de la guerre est à l'origine de l'ordre. Mais le ministre de la guerre ne fait qu'obéir à l'exécutif. Alors l'exécutif, c'est quoi? L'Assemblée nationale, qu'on appelle convention, ou le comité de salut public. Jusqu'à une période récente, les universitaires, excusez-moi, la gauche, c'est la même chose, disent le comité de salut public ne fait qu'exécuter ce que la Chambre vote. C'est un mensonge absolu. C'est le comité de salut public qui gère la Chambre. Et je m'aperçois, en analysant l'origine de l'ordre, que l'ordre s'inscrit dans la loi. C'est-à-dire qu'on fait toujours référence à la loi. Alors on va chercher la loi. La loi, c'est très intéressant, parce qu'il y a eu 3 lois de voter. La première loi, officiellement, date... Tu tournes légèrement pour que tout le monde. La première loi date du 1er août 1793. Vous avez une deuxième loi qui date du 1er octobre 1793 et vous avez une troisième loi qui date du 7 novembre 1793. La loi du 1er août 1793 dit 4 choses. Nous devons exterminer et anéantir la Vendée. Pour ce faire, on va utiliser 4 articles. Premièrement, nous allons, au niveau de la population, arracher les femmes, les enfants et les vieillards que nous allons déporter. Et on tue tout le reste. C'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas été déportés sont à exterminer. La deuxième chose que l'on décide, c'est de nationaliser tous les biens de la Vendée et de tout détruire pour faire en sorte que les gens ne puissent plus se nourrir. La troisième chose que l'on fait, on décide de régénérer l'armée française, c'est-à-dire de la décapiter pour virer tous ceux qui ne pensent pas bien, pour mettre ceux qui pensent bien, c'est-à-dire ceux qui sont favorables à l'extermination. Et quatrièmement, on fixe une échéance pour arriver au résultat. Deuxième loi, 1er octobre 1793, qui est un avenant de la loi du 1er août 1793, qui dit on n'arrache plus la population, femmes, enfants, vieillards pour les déporter, on extermine tout le monde. C'est tout. Et la troisième loi, on débaptise officiellement la Vendée pour l'appeler département vengé. Je vous ai listé les lois, je vous les ai lues. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie 3 choses. La première chose, c'est qu'on a décidé d'exterminer et d'anéantir la Vendée. On ne sait pas comment faire, mais on sait ce qu'on doit faire. Et dans un premier temps, effectivement, on se dit, pour des raisons humanistes, on va séparer les femmes, les enfants et les vieillards du reste de la population.
Puis on se dit, mais en fait, on constate que plus on tue les femmes, les enfants et vieillards, ou plus on veut les arracher, plus la résistance est violente. Donc on se dit, allez, que nini, on arrête tout ça, on tue tout le monde. La deuxième chose, en termes de méthode, de moyens, quand on nationalise tous les biens et qu'on détruit tout, les gens vont crever de faim. Et il reste le problème de l'armée française. C'est-à-dire que l'armée française de 1793, c'est l'armée française de l'Ancien Régime. Est-ce que c'est bien de tuer un homme? C'est sûr? Bien. On va retenir cette réponse. Et tu as raison, pour un chrétien, c'est normal de ne pas tuer. Et pourquoi on ne tue pas un homme? Parce que c'est humain. Et oui, et pourquoi? Parce que c'est le Fils de Dieu. Parce qu'il est Dieu lui-même. Donc c'est le respect de la vie. Donc, comment peut-on obliger l'armée française chrétienne à exterminer son frère? Ben, c'est pas possible. Donc on se dit, on va supprimer tous les chefs pour nommer des gens qui sont favorables à l'homme nouveau. Et quatrièmement, eh ben on met en avant une échéance. Ben voilà. C'est-à-dire que l'extermination et l'anéantissement de la Vendée est légale. C'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité, il n'existe pas d'autre cas, où la décision d'exterminer une partie du peuple, d'une patrie ou d'une nation a été décidée, planifiée, en conscience partagée par l'Assemblée représentative. Je ne sais pas si on est compte de ce que ça veut dire. Ni l'URSS, ni l'Allemagne nationale-socialiste, ni le Cambodge, etc. Personne n'a fait ça. Et on tue les gens non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils sont. Je répète. On ne tue pas le Vendéen pour ce qu'il a fait, mais parce qu'il est. Alors une fois qu'on a décidé cela, une fois qu'on a voté cela, en conscience partagée, reste le problème, c'est vrai, comment va-t-on le faire? C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on tue les gens pour ce qu'ils sont. On ne sait pas comment faire. Et d'autant plus qu'on a un cahier des charges, le moins de morts possible chez les meurtriers. Alors on va beaucoup réfléchir. Donc qu'est-ce que j'ai fait avec ces archives? Je suis venu avec un appareil photo et systématiquement nous avons pris tout ce qui était anormal, c'est-à-dire qui sort des normes. Et nous avons ainsi reconstitué les dossiers et on s'est rendu compte, en fait, c'était tous les dossiers des plans d'extermination. Et là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un plan d'extermination, mais 4 plans d'extermination. Le premier plan d'extermination, je vous ai dit que la loi datait du 1er août 1793. En fait, la loi a été préparée par le comité de salut public le 26 juillet 1793. L'idée, elle était très simple. On arrache les femmes, les enfants et les vieillards qu'on déporte, mais en partant du principe qu'on prend en faucille par l'Est et le Sud la population, c'est-à-dire qu'on avance comme ça. Partant du principe que le Nord, la Loire est infranchissable, vous savez, la Loire c'est un petit fleuve canalisé, mais il n'a été canalisé qu'en 1848. Mais avant, il était absolument infranchissable. Puis bien entendu, à l'ouest, vous avez l'océan Atlantique. Donc l'idée c'était, on tue et on noie. Ça demande des hommes et ça demande du temps. Bien. Une fois qu'on a fait cela, on se constate que l'on échoue. Par contre, les gens ont constaté que la nature de la guerre civile avait changé. Donc les gens paniqués décident de traverser la Loire à Saint-Florent-le-Vieil. On en reparlera de Saint-Florent-le-Vieil. Alors lorsqu'on traverse la Loire à Saint-Florent-le-Vieil, il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est que je ne suis pas là. Parce que si j'avais été là,
j'aurais dit qu'il ne fallait surtout pas traverser à Saint-Florent-le-Viel. Pourquoi? Parce qu'à Saint-Florent-le-Viel, c'est à l'est de l'ancienne frontière britanno-française. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que jusqu'en 1532, la Bretagne est ennemie à la France, mais la France est aussi ennemie à la Bretagne. Donc ça veut dire que de chaque côté, on a construit des forteresses. Fougères, Combourg, etc. Ça veut dire que lorsque on traverse à l'est, ça fait qu'on ne peut pas revenir parce que toutes les forteresses, les lieux militaires sont occupés par l'armée française. Et c'est pour ça qu'ils ricochent sans arrêt, sans pouvoir pénétrer. Et c'est pour ça qu'ils restent à l'extérieur de la Bretagne. Or, c'était la Bretagne qu'il fallait soulever. Et si j'avais été là, je l'aurais dit. Bon, 200 ans trop tôt. La deuxième chose, c'est comme ils vont là, mais sans conscience, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas aller à l'ouest. Ils vont essayer d'aller vers le nord. Puis ça donne tout le désastre que vous connaissez. Puis à la fin, simplement, on va réussir à franchir cette frontière et ça va être le massacre de Savenay. Mais, ah non, je te rémunère, n'oublie pas. Mais, on a décidé, c'est fondamental, de créer un deuxième plan d'extermination qui concerne exclusivement les populations qui ont traversé la Loire. Ce plan date du 11 novembre 1793. Ce plan est très simple, retenez-le bien. On fait appel à l'armée de l'Est, qu'on va utiliser sous forme de plan masse, qui tombe sur les Vendéens et qui tue tout le monde. Ce qui donne le fameux rapport de Westermann, que je vais vous lire. Le général Westermann donc fait son rapport au comité de salut public. Il n'y a plus de Vendée, elle est morte sous notre sabre libre avec ses femmes et ses enfants. J'expliquerai ça plus tard. Je viens de l'enterrer dans les bois de Savenay suivant les ordres que vous m'avez donnés. Tous les mots sont importants. J'ai écrasé les enfants sous les pieds des chevaux, massacré les femmes qui au moins pour celles-ci n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. Troisième plan. Les deux plans premiers sont dus au comité de salut public. Le troisième plan est dû à un militaire. Ce militaire, c'est Turreau. Turreau, c'est un militaire d'Ancien Régime. C'est un militaire, contrairement à ce qu'on dit, de valeur. C'est un militaire de conscience, même si sa conscience est hostile à la Vendée, et c'est un homme de devoir. J'ai retrouvé son acte de nomination dans les petits bouts de papier. Il date du 27 novembre 1793, signé par Barrère, Billaud-Varenne, Carnot et Robespierre. Il est nommé donc fin novembre. Il prend son commandement, effectivement, fin décembre. Qu'est-ce qu'il a fait entre le fin novembre et le fin décembre? Eh bien, il a fait une chose très simple. Il est allé à Paris. Et il est allé voir les membres du comité de salut public en leur disant « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» On leur dit « Tu oublies que tu es un officier d'Ancien Régime. Ta mission, c'est de tuer, de tuer, de tuer. Brûler, brûler, brûler. » Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un stratège. Il va se précipiter en Vendée et il va constater trois choses. Pour commencer, il y a une population importante, 815 000 habitants. La population française à l'époque, c'est de combien à peu près? 22, 25. 22, 25 millions. Plus. Plus 28 millions. C'est 28 millions. Donc c'est une part importante, la Vendée. Population nombreuse. Le grand problème, population de fanatiques pour lui, et un pays de bocage. Donc on ne peut pas utiliser l'armée sous forme traditionnelle. Donc il faut avoir de l'intelligence, d'adaptation. Donc il va parcourir comme ça le pays, et ce qui va donner son plan d'extermination. Alors je vais vous lire son plan d'extermination. Il écrit, en date du 24 janvier 1794, sa lettre est une lettre extrêmement précise. Cette lettre
est envoyé aux membres du comité de salut public, c'est-à-dire au pouvoir exécutif. Et il dit ceci: citoyens représentants, j'ai commencé l'exécution du plan que j'avais conçu de traverser la Vendée avec mes colonnes infernales. Si mes intentions sont bien secondées, il n'existera plus dans la Vendée, si tu as envie de devenir vieux, toi, sous 15 jours, ni maison, ni subsistance, ni habitants. Qu'est-ce que dit Turreau? Il dit ceci: jusqu'à présent, le comité de salut public a utilisé l'armée sous forme de plan masse. Massif, on tombe. Je remets en question ce plan pour utiliser des colonnes mobiles. Bien. Mais Turreau, c'est un militaire révolutionnaire. Il sait parfaitement que s'il n'a pas l'aval, c'est-à-dire l'accord du comité de salut public, et s'il échoue, il est mort. Donc il lui faut absolument, coûte que coûte, avoir la réponse du comité de salut public. La réponse va venir le 6 février 1794 par le biais d'un des membres du comité de salut public, Lazare Carnot. Il lui dit ceci: tu te plains, citoyen général, de ne pas avoir reçu du comité une approbation formelle à tes mesures. Elles lui paraissent bonnes et tes intentions pures. Ça veut dire quoi? Merci. Ça veut dire, nous sommes d'accord avec ta remise en question du plan masse pour l'utilisation des colonnes mobiles. Ça y est. D'autant plus que ton intention, c'est bien d'exterminer la population, et nous sommes d'accord avec ça. Ben voilà. Ben ça donne naissance aux colonnes infernales, etc. Et quatrième plan, le 13 mai 1794, on constate que le plan Turreau n'a pas fonctionné, et on va décider au niveau du comité de salut public de créer un nouveau plan qui va être un plan mixte, basé à la fois sur les colonnes infernales, mais qui vont partir de camps retranchés, le tout s'arrêtant le 2 décembre 1794. Alors, quelle méthode? Une fois qu'on a établi la planification, quelle méthode? C'est-à-dire comment tuer un maximum de gens en un minimum de temps au moindre coût. Il y a eu deux grandes phases. La première phase, qui commence très tôt, et qui va s'achever vers le mois de novembre. On décide de mettre la science au service du meurtre de masse. Et on va retenir trois grands moyens. Le premier moyen, ça va être le gaz. On a décidé de gazer la population. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'on pense à cela. Le gars qui a pensé à ça s'appelle Fourcroy, c'est un chimiste, il est député de Paris. La ville de Paris l'honore toujours, c'est le fondateur du gaz, pour l'extermination. Il a sa statue au sein de l'hôtel de ville de Paris. Si vous allez à l'hôtel de Paris, faites le tour, et vous verrez sa statue érigée sur l'hôtel de ville. Et donc on va faire des opérations, des essais. Il y a même des chimistes, je pense à Proust, la ville d'Angers l'honore toujours, en lui ayant donné un nom de rue, en ayant conservé sa maison, qui fait des essais sur des boutons au pont de C. On n'a pas trouvé la solution finale à l'époque. Deuxième solution, la mine antipersonnelle, ça peut choquer. On décide de miner le territoire de la Vendée. Le problème, c'est que, et le même d'ailleurs aujourd'hui, on n'a pas trouvé la mine intelligente, celle qui va exploser sous le mauvais. C'est bizarre, hein? Et on va donc arrêter. Et la troisième solution, ça va être l'empoisonnement à grande échelle, à partir de l'arsenic, etc. Un jour, aux archives de Nantes, j'avais trouvé un document qui m'avait laissé rêveur et interrogatif. C'est Savin qui raconte qu'il est un lieutenant de charrette à, je peux dire quelques milles,
il trouve des fourgons d'arsenic. Il se pose la question, à quoi ça peut servir? La réponse, je l'ai trouvée. C'est un moyen d'empoisonnement d'acier. Donc très tôt, on va arrêter ça, parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas utiliser la science au service de la mort. En fait, on va utiliser des méthodes traditionnelles qu'on va industrialiser, c'est-à-dire utiliser à grande échelle. C'est pour ça que je parle de pré-industrialisation de la mort. Et on va retenir 6 grands moyens. Le premier moyen, c'est la décollation. Alors, dès qu'on parle de décollation, à l'époque, vous parlez guillotine. Non, pas du tout. Il n'y a pas que ça. Vous avez aussi le sabre, vous savez, Daesh. C'est ça, hein? Vous avez aussi, c'est la grande période des charcutiers bouchers. On en voit comme ça, qui vont couper les têtes comme ça avec des couteaux, etc. Deuxième moyen, que la fusillade, c'est ça. Troisième moyen, on met les gens en file indienne à coups de crosse, à coups de baïonnette, à coups de bâton, etc. On fait éclater les crânes. Quatrième moyen, c'est le feu. On met les gens dans des lieux, c'est par exemple les luxes au Boulogne. On concentre les gens dans les lieux, puis on met le feu. Quatrièmement, c'est l'enfumement. C'est-à-dire qu'on met des gens dans des lieux fermés, comme un chanteau-seau, et puis on va les asphyxier. Cinquièmement, ce sont les noyades, qui sont individuelles, collectives, etc. Puis sixièmement, c'est ce qu'on appelle le sabrage, c'est-à-dire qu'on met les gens en file indienne, et puis à coup de sabre, on les tue. Alors très rapidement, on va se rendre compte que ça pose 2 problèmes. Le premier problème, c'est le temps. Deuxième problème, le coût. Effectivement, je me dis, mais qu'est-ce que ça peut coûter l'exécution de quelqu'un? C'est un petit Vendéen. Je veux le tuer. Je l'ai fait prisonnier. Donc je vais l'emmener dans une prison. Ah, c'est déjà un coût. Parce qu'il faut louer le lieu. Puis il faut payer le gardien. Et puis il fait pipi et caca. Donc il faut tout nettoyer. Et puis il y a les vêtements. Et puis il peut l'acheminer sur le lieu de la mort. C'est-à-dire qu'il faut louer des charrettes, il faut louer des gardiens. Puis il faut les décapiter. Combien ça coûte ta décapitation? T'as un ordre d'idée? Moi je vais te le dire, 100 €. Non, 100 livres, excusez-moi. Un instituteur est payé 100 livres à l'époque. Quand je te coupe la tête, si je le fais moi-même, ça me rapporte 100 livres. Et mon assesseur, ça lui rapporte 50 livres. Mais il faut aussi entretenir la guillotine, c'est-à-dire qu'il faut l'ériger. Il faut aussi la peindre, la guillotine. Tu as combien de litres de sang dans le corps? Tu as un ordre d'idée? Non. Si je te le dis, tu serais surpris. Docteur, 4-5 litres? Ça va? 4-5 litres. Quand on te coupe la tête, tu vas en perdre combien? La moitié, je pense. Non. Un cinquième, en gros. Le seul problème, c'est que lorsque le record de l'exécution, c'est 70 personnes par jour. Ça fait minimum 70 litres à 240 litres. On n'a pas le toit d'égout à l'époque. On n'a pas le retraitement de l'eau. Vous imaginez, surtout durant l'été, puis il faut entretenir la guillotine. C'est la graisse, la ficelle, et on la peint aussi en rouge. Pourquoi est-ce qu'on la peint en rouge, la guillotine, pour toi? Pour montrer que ça fait peur et avec le sang, je pense. Et c'est exactement l'inverse. Parce que lorsque la guillotine est peinte en rouge, lorsque le sang coule, ben les gens ne sont pas impressionnés, tu vois, parce que ça se confond. Bien. C'est un coût. Alors, comment payer? Quelle valeur a-t-il? Alors on se dit, vous voyez, c'est très concret tout ça, hein, parce qu'on est concret. Il faut prélever un impôt. Le seul problème, c'est que les gens ne payent plus l'impôt. Donc on se dit, il faut faire payer à l'exécuter sa propre exécution. Comment? Moi, je veux te tuer, je veux que tu me payes. Comment tu peux me payer? T'as de l'argent sur toi? Non. À bout de flouze? T'as pas d'argent. Ah! Il n'a pas d'argent. T'as un bijou? T'as une médaille? Ah, ça, c'est pas bien, par contre. Je l'ai cassé, du coup. Ah, tu l'as cassé, ben, il faut la récupérer. Ah, il n'a pas de bijoux. Alors, qu'est-ce qu'il a comme richesse? Ben, les vêtements. C'est pour ça que je vais t'exécuter nu. C'est pas une mesure de vexation, c'est parce que son vêtement, à l'époque, vaut de l'argent. Et les biens les plus précieux, bien entendu, c'est les vêtements nobles. Mais une fois qu'on a déshabillé les gens,
quelle est sa source de richesse? Les organes, la peau. La peau. Fais voir ta peau. Ah oui, elle est souple. C'est pas moi qui le dis, c'est révolutionnaire. Allez, tannerie de peau humaine. Réglé. D'où la création des tanneries de peau humaine. Ça, c'est un coin de peau. On va faire des uniformes, on va faire des reliures, etc. Il a quoi comme richesse encore? Tais-toi, toi. Les dents. Les dents, fais voir tes dents. Elles sont soignées? Oui. Très bien. Les dents, bah oui, pour les dentiers. On les arrache quand il est vivant. Ensuite, les cheveux, fais voir tes cheveux. Ouais, tu te lavais ça, t'as un cheveu, toi. Et oui, pour les perruques. Il a quoi encore? Les chaussures. Tu pèses combien? Environ 38-39 kilos. Il y a combien de graisse là-dedans? Vecteur. Si on fait fondre. 5. 5 kilos. 5 kilos de graisse. Je vais te faire fondre 5 kilos de graisse. Tu te rends compte de la valeur que tu as? Ah, c'est toi. Pourquoi je le tue? Parce que tu as fait quelque chose, parce que tu es et tu penses. Chrétien. Eh oui, tu as répondu. Bien sûr, parce que tu penses, parce que tu es différent. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ce constat, il faut évaluer les choses. Le génocide franco-français de la Vendée-Angers, s'il vous plaît. Il faut évaluer les choses. C'est-à-dire, je vous ai dit qu'à la Chapelle-Basse-Mer, je savais exactement le nombre d'habitants d'exterminés parce que j'ai trouvé les registres. Je savais le nombre d'habitants, je savais le nombre d'habitats détruits et je savais le nombre d'habitats existants. Est-ce que l'on peut extrapoler sur l'ensemble de la Vendée militaire? Ben oui, en utilisant les mêmes méthodes. Sauf que sur 110 communes sur 770, nous avons les registres clandestins paroissiaux, les Luxe-sur-Boulogne par exemple, qui nous donnent deux renseignements majeurs. L'idée de la Révolution, c'était d'exterminer, on revient ici, les femmes de préférence et les enfants. Pourquoi est-ce qu'il faut tuer d'abord les femmes? Pour plus qu'elles fassent d'enfants. Elles font les enfants, pour le moment. Et les enfants. Ah oui, on est chez les fous. Pour que ça fasse moins dur. Bah, Oui, d'accord. Et pourquoi est-ce qu'on tue les enfants? Pourquoi est-ce qu'on voudrait te tuer? parce qu'après, il y aura moins de descendance et puis bah, Et oui, c'est vrai. Et aussi, pourquoi? Parce que tu penses. Est-ce que toi, tu penses? Oui. Si je tue ta maman, est-ce que tu vas te venger? oui. Parce que tu aimes ta maman. Mhm. Elle n'est pas là, c'est dommage. Mais tu as raison. On veut tuer de préférence les femmes si elles sont producteurs parce qu'elles reproduisent. C'est la matrice. Mais on veut tuer aussi l'enfant de préférence parce qu'il a le souvenir et la mémoire. Donc c'est pour ça que l'on cible. Et c'est pour ça que 80% des personnes exterminées sont des femmes, des enfants et des vieillards. Alors quel est le bilan? On a les bilans commune par commune, département par département. C'est très intéressant d'établir les bilans. Vous voyez que tout ça, c'est extrêmement précis. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ce n'est pas du tout le département de la Vendée qui est le plus touché. Minimum, sur 815 000 habitants, 117 000 personnes ont disparu. Je dis bien minimum, parce que ça peut être la double. À l'heure actuelle, en l'état de la science, on ne peut pas aller au-delà. Hein. Mais peut-être que demain, on pourra aller plus loin grâce à la généalogie. Le département le plus touché, en absolu, c'est le Maine-et-Loire, 44 000 habitants au moins. Ensuite, la Vendée, 30 000, 31 000. La Loire inférieure, 27 000. Les Deux-Sèvres, 16 000. Le Maine-et-Loire perd 20% de sa population. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est colossal. Les Deux-Sèvres, 16. La Loire inférieure, 13. Et le département de la Vendée, 11 simplement. Vous voyez ? Alors, il n'y a que la Vendée Nord qui a été touchée. Au niveau de l'habitat, là, c'est pareil. Au niveau de l'habitat, nous avons bien les deux chiffres, avec
une certaine relativité, parce que malheureusement, on n'a pas tout l'habitat détruit, parce qu'on n'a pas l'habitat du Maine-et-Loire. Proportionnellement, ce sont les Deux-Sèvres qui sont le plus dévastés, 35% de l'habitat, la Vendée, 18%, la Loire inférieure, 16%. Voilà. La question que je me pose est la suivante. Comment cela se fait-il que devant un fait objectif de cette nature, 200 ans plus tard, les choses sont inversées? Tout à l'heure, en introduction, je vous ai expliqué que moi, qui suis de la rive gauche de la Loire, quand je traverse la Loire pour aller dans mon collège Saint-Sauveur-d'Oredon, j'ai honte parce que je suis brito-vendéen. Pourquoi, lorsque mon prof de thèse me dit « tu vas travailler sur ce sujet », je dis non. Philippe de Villiers explique très bien ça, la honte d'être vendéen. Tout ça a changé maintenant. Maintenant, c'est l'inverse. Je suis vendéen. Ah, t'es vendéen, bravo. À l'époque, c'est exactement l'inverse. Pourquoi? Parce que on a fait croire que les Vendéens étaient des traîtres, qui étaient des partisans de la noblesse, d'anciens régimes, des obscurantistes contre le progrès, etc. Exactement l'inverse. Bien. Pourquoi est-ce que, 200 ans plus tard, le noir est devenu blanc et le blanc est devenu noir? La question que je me pose en tant que scientifique est la suivante. Est-ce que c'est une évolution naturelle de l'histoire? Ah oui, le blanchiment de l'histoire. Ou est-ce qu'il y a une mécanique de l'histoire? Ça veut dire, est-ce que les choses ont été travaillées pour l'inversion? Moi, je suis un scientifique, je n'ai pas de préjugés là-dessus. Je ne fais que constater les choses. Donc, je suis obligé de repartir en termes de méthodologie du présent pour remonter vers le passé. Je constate que le tableau tel que je l'ai dressé, c'est le tableau actuel. Je constate aussi, en tirant le fil d'Ariane, que des hommes politiques, je pense à Clémenceau, je pense à Jaurès, etc., ont participé, ont élaboré ce discours. Je sais aussi que les historiens officiels, je pense aux titulaires de la Révolution française, de la chaire de la Révolution française, qui a été créée en 1889, qui est toujours aux mains des communistes, membres des partis communistes, y compris à l'heure actuelle, ont diffusé ce discours. Et je sais aussi, en remontant, que le père de ce discours, c'est Michelet. Et je sais aussi que Michelet a été payé par le roi Louis-Philippe pour cela. Alors, est-ce qu'on peut aller plutôt, est-ce qu'on peut tirer plus loin le fil d'Ariane? En lisant un historien que je vous conseille de lire, qui s'appelle Hippolyte Taine, qui est écrit en 1884 sur la Révolution française, il dit ceci. Les témoins oculaires morts. On peut manipuler l'histoire comme on veut. Les témoins oculaires morts, grosso modo, c'est 1830. Quel est le discours avant 1830? Et je m'aperçois que le discours, il est extrêmement ambigu. Et que petit à petit, l'iconographie officielle va s'imposer. Alors la question, est-ce qu'il y a un acte fondateur de l'inversion de la mémoire? Et là, je veux vous raconter une histoire absolument atroce. Tout à l'heure, je vous ai dit que les Vendéens fracassés traversent la Loire le 17 et 18 octobre 1793. Lorsqu'ils traversent la Loire, ils ont 5000 bleus prisonniers. Ce sont des salauds. Ils ont passé leur temps, sans réflexion, à tuer des femmes, des enfants, des vieillards. Il n'y a aucune pitié à leur faire. Sauf que, ils sont prisonniers. Et que les Vendéens doivent traverser la Loire à Saint-Florent. Le généralissime de la rive gauche, Bonchamp, est en train de mourir. Et lorsque c'est un chrétien, lorsqu'on meurt, qu'est-ce qui se passe?
Tu vas au catéchisme. Oui. Oui. Tu meurs, ton âme va où? Au ciel. Au ciel. Et le ciel, il y a qui? Il y a un patron. Ça s'appelle comment? Jésus. Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? T'es blanc, t'es propre, tu vas où? C'est... Je pense que je vais aller au purgatoire pour... Non, mais... T'as l'âme blanche, tu vas où d'abord? Au ciel. Tu vas au ciel, oui, d'accord, mais tu vas au paradis, toi. Oui. T'as un saint. Mm. Hein? Et puis si tu as commis quelques péchés, tu iras au purgatoire. Oui. Et puis si tu as commis beaucoup de péchés, tu iras où? En enfer. En enfer. Eh bien, Bonchamp se dit... Bien, Mélène. Bien. Donc, Bonchamp est un chrétien. Il est, retenez bien, il est le chef, donc il est responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il fait faire ou de ce qu'il laisse faire. C'est l'antithèse de Cresson. Donc, les gens se disent, on va tuer les prisonniers parce que ce sont des salauds. Et lui est en train d'agoniser, il va mourir, donc il va voir le patron. Et là, il dit, c'est pas possible. Je ne peux pas ordonner ça, donc il ne le fera pas. Je ne peux pas commander cela, et je ne peux pas laisser faire ça, parce que je suis responsable, donc coupable, et si je fais faire ça, les hommes qui le font sont responsables et coupables. Donc il va faire deux choses. Grâce aux prisonniers, c'est le monument de Bonchamp à Saint-Florent, et liberté. Comme c'est le chef et le patron, ils vont obéir ces soldats. Ils vont libérer les soldats républicains et ils vont les laisser sur la rive gauche. Et ils vont partir, les blancs. Lorsque la colonne Westermann arrive, elle découvre ces 5000 bleus. Elle est évidemment stupéfaite et s'engage le débat suivant. Qu'est-ce que vous faites là? Oh là là, les blancs sont vachement sympas. Ils nous ont libérés. Attendez, il y a un souci. Parce que nous, on a l'ordre de les exterminer. Comme c'est un ordre, ils doivent obéissance. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils prennent leur téléphone portable et ils appellent qui? Robespierre. Est-ce que c'est possible ce que je viens de dire? Non, parce que vous n'avez pas de téléphone. Voilà. Donc le téléphone à l'époque, c'était quoi? Les pigeons. Ah non, pas encore, non. C'est la guerre 14. C'était quoi à l'époque? Les messagers, Les messagers, et ils sont comment? à pied. À pied, oui, et autrement, pour aller plus vite? À cheval. À cheval. Donc ils envoient leur téléphone à cheval, 3 jours pour aller à Paris, 3 jours pour revenir, c'est ça. Et lorsque il rencontre Robespierre dit, attendez, c'est pas possible ça. Ce n'est pas possible. Parce que si on sait la vérité, on ne peut plus les exterminer. Donc Robespierre impose 2 choses. Il renvoie l'estafette en disant aux soldats, vous n'allez pas dire que vous avez été libérés par les Blancs, vous allez dire que vous avez été libérés par les Bleus et que les Blancs vous ont maltraité. Et la deuxième chose, vous allez faire prisonnier et exterminer tous les témoins oculaires et vous allez prendre tous les gens qui ont sauvé ces Bleus et vous allez les exterminer. Si vous allez à Saint-Florent, vous avez encore, tout est intact là-bas. Vous avez bien entendu l'abbatiale, vous avez le monument, vous avez ce vitrail au Marilyn qui est très intéressant parce que c'est un vitrail 19e. Il est passionnant à la lecture parce qu'ils ont la mémoire à l'époque. Vous voyez une colonne avec des enfants, des femmes principalement, qui vont être emmenés dans le camp de concentration et d'extermination du Marilyn. C'est un camp de concentration et d'extermination et il est intact. Et pendant des jours et des jours, on va massacrer des gens parce qu'ils avaient libéré les Bleus. Eh bien, c'est un acte contre la mémoire, contre la vérité. Alors, la question que je dois me poser en tant qu'historien, c'est la question du verbe. Comment peut-on appeler, classer, dénommer ce meurtre de masse, non pas pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils étaient,
Et comment peut-on qualifier le crime contre la mémoire qui se traduit par une inversion? Moi, je suis juriste de formation, de Sciences Po. Bien entendu, la première chose que je fais, c'est de chercher à l'époque, si dans le langage commun, il y a un mot. Je ne trouve pas le mot. Donc j'essaye de comprendre si au 19e siècle, si au 20e siècle, il y a des gens qui ont réfléchi sur la terminologie de ce meurtre de masse. Je répète, non pas pour ce que les gens avaient fait, mais pour ce qu'ils pensaient. Puis je tombe bien entendu sur les massacres des Arméniens. Et je découvre une histoire qui est la suivante, c'est que le consul américain Davis constate bien qu'il y a un meurtre de masse programmé par le gouvernement turc, et lui il cherche un mot, il ne trouve pas le mot, et il va y appeler ça par des mots bâtards, meurtre de masse, etc. Il ne trouve pas le mot. Et un peu plus tard, sous le communisme, il y a des gens qui cherchent les mots. Et ce n'est qu'en 1943 qu'il y a un juriste qui s'appelle Lemkin, qui est un Polonais, qui cherche aussi un mot qu'il ne va pas trouver, qui va créer ce néologisme génocide. Ce mot, qui est un mot nouveau, par rapport à une situation que l'on croit nouvelle, va être défini par la Convention de Nuremberg, etc. Alors, qu'est-ce que c'est un crime de génocide? C'est la conception, la réalisation, ou la complicité tant dans la conception que la réalisation, de l'extermination partielle ou totale d'un groupe humain de type ethnique, religieux, politique, racial. Ah ben voilà. Enfin, des gens qui se posent une bonne question. Alors, ce crime a deux caractéristiques. Il est imprescriptible, donc rétroactif. Ah ben voilà, on y est. Alors, est-ce que oui ou non, en Vendée, il y a un groupe humain? Oui, tu as raison. De type racial? Non. De type ethnique? Non. De type religieux? Oui. De type politique? On a au moins une des conditions. Est-ce qu'il y a une volonté d'extermination? Ben oui, il y a les lois. Est-ce qu'elle a été réalisée? Oui. Donc, on peut parfaitement utiliser le mot génocide, rétroactivement. Donc c'est bien un génocide. Ça ne répond pas à la deuxième question, la manipulation de la mémoire. Alors le hasard va faire que je vais découvrir un livre extraordinaire, le livre de Babeuf, Le populicide. De Babeuf. Ce qui est très intéressant, vous voyez, là j'ai pas du tout prévu de prendre mon temps, mais je prends mon temps. Ce qui est très intéressant lorsque on se pose ce genre de questions, c'est de voir si on réfléchit là-dessus. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un philosophe, je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot, qui s'appelle Babeuf, Gracchus Babeuf, qui réfléchit sur la nature de massacre en Vendée. Il va réfléchir, il va le dénoncer au nom des droits de l'homme. Et il va écrire un livre qui a été interdit des trois enfants, que j'ai retrouvé, que j'ai publié, du système de dépopulation en Vendée. Et lui explique tout. Et il parle même d'ailleurs des petits bouts de papier que j'ai mentionnés. Bien. Donc il y a bien conscience à l'époque de la spécificité du crime commis. Et il y a un certain nombre de généraux, y compris d'ailleurs Bonaparte, qui dénoncent le crime de masse parce que les gens sont du verbe être. Bien. Donc c'est bien un génocide. Tout récemment, il y a 4 ans, je rencontre un haut fonctionnaire français qui est spécialiste de ces notions, qui travaille auprès des tribunaux internationaux, qui s'appelle Jacques Villemain. Et Jacques Villemain va réfléchir sur cette notion, et il vient de publier un livre que vous vendez à Chérif, Vendée 1793-1794, crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide. Lui, en tant que juriste,
haut fonctionnaire, spécialiste en la matière, répond bien à la question. Oui, c'est un génocide. Bien. Il reste le problème de la mémoire. Comment peut-on qualifier le problème de la mémoire? Voilà le livre de Gracchus Babeuf. C'est extraordinaire ce livre. À l'heure actuelle, on a recensé 11 livres originaux de Gracchus Babeuf. Tout le reste a été détruit parce que la France ne voulait pas laisser de traces. Comment qualifier le meurtre de la mémoire? Alors là aussi, je fais comme Babeuf, je fais comme Davis, etc. Je cherche un mot. Je n'en trouve pas. Donc, si je n'en trouve pas, ben, je dois en inventer un. Donc, j'invente le mot mémoricide.